Bienvenue à la séance obligatoire en ligne de pré-laboratoire pour votre cours de thermodynamique 2. La présentation suivante couvre les notions importantes pour le laboratoire de conditionnement de l'air. En premier lieu, une révision de la théorie vue en classe qui est directement rattachée au concept de ce laboratoire sera donnée. À noter que ce laboratoire couvre le matériel pour le mélange air-vapeur. Sur un diagramme température-entropie, où nous avons deux courbes de pression PV1 et PV2 étant deux pressions partielles de vapeur, où PV2 est bien sûr supérieur à PV1 et où le fluide analysé est de l'eau. Il est important à noter que le diagramme température-entropie ne montre pas les phases ou les caractéristiques de l'air du mélange air-vapeur. Le système dont nous voyons à la droite de l'écran représente une évolution simplifiée d'humidification. Nous avons initialement une entrée de mélange air-vapeur d'eau dont la pression partielle de la vapeur se trouve à PV1 et à laquelle nous rajoutons de l'eau sous forme de liquide ou vapeur à une température chaude ou froide. La sortie est ainsi un mélange avec une plus grande quantité de vapeur d'eau, d'où l'augmentation de la pression partielle représentée par le point PV2. Tel qu'illustré, l'évolution d'humidification peut également se faire à température constante. Une autre évolution importante est l'évolution de saturation adiabatique illustrée au bas de l'écran. Dans ce type de système, un mélange air-vapeur d'eau vient en contact avec une masse d'eau dans un conduit bien isolé. Si l'humidité relative, qui est PV sur PG, et dont nous allons réviser la définition sur la prochaine page, est inférieure à 100% à l'entrée, une partie de l'eau s'évapore et la température du mélange diminue. Lorsque le mélange sortant du conduit est saturé et que l'évolution est adiabatique, on désigne alors la température du mélange à la sortie comme étant la température de saturation adiabatique. Pour réaliser de telles conditions, on doit s'assurer d'ajouter de l'eau d'appoint à la température de saturation adiabatique au même taux que celui avec lequel l'eau s'évapore. Le prochain exemple est un système de déshumidification tel qu'illustré à l'écran. Nous allons analyser ce système à l'aide d'un diagramme température-entropie muni de deux pressions partielles de vapeur, soit PV1 et PV2. Par contre, en premier lieu, dans le système général, nous nous apercevons que nous avons un cycle de réfrigération qui assure deux échanges de chaleur avec l'air. Les composantes principales de ce cycle sont le compresseur, le condenseur dans lequel la température et pression sont élevées, une soupape d'étranglement et un évaporateur dans lequel la température et pression sont basses. Ainsi, basé sur les températures enregistrées à différents points dans le système et avec un volume de contrôle qui analyse l'évolution de l'air dans le système général, nous avons un échange de chaleur négatif qui se produit de notre mélange air-vapeur vers l'évaporateur au niveau, bien sûr, de l'évaporateur dans notre cycle de réfrigération. De plus, nous avons un échange de chaleur positif qui se fait au condenseur, donc l'échange se fait du condenseur vers notre mélange air-vapeur. Ainsi, si nous analysons maintenant le système air-vapeur, à l'entrée, nous nous trouvons au point 1. Suite à l'échange de chaleur négatif, le mélange se refroidit au point qu'il y a formation d'eau. Donc, sur le diagramme TS, on se trouve sur la ligne vapeur saturée. Basé sur le montant du refroidissement, notre ligne descend jusqu'à une certaine température dénotée ici par T. Ensuite, le mélange traverse le condenseur où il subit un échange de chaleur positif. Donc, notre vapeur se fait chauffer jusqu'à possiblement retourner à la température initiale dénotée ici telle que T1. Ainsi, ce système nous permet de réduire le montant de vapeur dans notre mélange air-vapeur, donc représenté ici par une diminution de la pression partielle de la vapeur allant de PV2 au point 1 à PV1 au point 3. L'humidité d'un mélange air-vapeur est habituellement déterminée en utilisant la lecture d'un thermomètre sec et d'un thermomètre humide. Tel qu'illustré, le bulbe du thermomètre humide est recouvert d'une mèche de coton imbibée d'eau.
Les bulbes des deux thermomètres sont balayés par un courant d'air qui, dans cette illustration, est produit par un ventilateur. De plus, dans l'illustration, nous voyons le thermomètre par lequel on obtient la température sec. Également, nous voyons le thermomètre avec lequel nous obtenons la température humide. Le système illustré est donc appelé le psychomètre à écoulement continu. Il est important de comprendre que les évolutions thermodynamiques se produisant au thermomètre humide sont quelque peu complexes. En premier lieu, si le mélange d'air-vapeur n'est pas saturé, une partie de l'eau de la mèche s'évapore et se diffuse dans l'air ambiant. Cette évaporation entraîne une chute de température de l'eau dont est imbibée la mèche. Toutefois, aussitôt que la température chute, de la chaleur lui est transmise à la fois par l'air et par le thermomètre. Finalement, un état permanent est atteint. On peut représenter les différentes propriétés des mélanges air-vapeur à l'aide d'un diagramme psychométrique. La pression totale pour laquelle le diagramme illustré est obtenu est celle de 100 kPa qui représente la pression atmosphérique. À noter qu'à notre droite, nous avons les valeurs d'humidité absolue. Les lignes d'humidité relative ont une forme courbée et la ligne représentant un mélange avec une humidité relative de 100% se trouve complètement à notre gauche, tel qu'illustré par le rectangle rouge à l'écran. La température du thermomètre sec se trouve au bas du diagramme. Et finalement, l'enthalpie du mélange, qui est la somme de l'enthalpie de l'air et celle de l'enthalpie de la vapeur multipliée par l'humidité absolue, se trouve à la gauche de l'écran. Maintenant, nous allons représenter quelques exemples d'évolution de mélange air-vapeur sur le diagramme psychométrique. Si nos caractéristiques du mélange air-vapeur commencent au point 1 et se trouvent à la température sec T1, et si on décide de chauffer ce mélange air-vapeur, alors notre température sec augmente jusqu'à T. Il est important à noter que cette évolution est représentée par une ligne horizontale car l'humidité absolue reste identique puisque nous avons la même masse d'air et de vapeur après le chauffage. Similairement, pour un refroidissement, notre ligne se dirige vers la gauche vers des températures secs inférieures. Dans le cas illustré sur le diagramme à l'écran, si nous refroidissons jusqu'à obtenir une humidité relative de 100%, alors nous nous trouvons à la température de rosée. Si l'on refroidit à des températures se trouvant sous le point de rosée, alors nous devons suivre la courbe de vapeur saturée, représentée dans le diagramme psychométrique par une valeur d'humidité relative de 100%. Ainsi, nous allons nous rendre jusqu'au point 3 à une température inférieure à la température de rosée, telle qu'illustrée. Il est à noter que si on réduit la température sous le point de rosée, nous avons donc un changement de phase de vapeur à liquide. Ceci dit, nous diminuons donc notre masse de vapeur dans le système, ce qui a pour effet de diminuer la valeur de l'humidité absolue. Similairement, si nous réduisons notre quantité de vapeur d'eau, alors nous descendons verticalement sur notre diagramme psychométrique. De plus, si on décide d'ajouter de la vapeur d'eau, alors on monte dans notre diagramme psychométrique. Finalement, pour une évolution de saturation adiabatique telle que couvert au début de cette présentation, nous nous retrouvons à un état saturé. L'état de saturation est représenté dans le diagramme ici par une humidité relative de 100%. Voici maintenant deux exemples qui illustrent les principes discutés pendant la révision. Le premier exemple est un déshumidificateur. Le schéma illustrant les composantes principales du déshumidificateur se trouve à la droite de votre écran. Nous voyons bien que nous avons déjà fait l'analyse de ce type de système un peu plus tôt dans la présentation. Le deuxième exemple est une tour de refroidissement. Si nous analysons la structure du bas, nous avons une entrée d'air frais qui subit un échange de chaleur qui est un chauffage en premier lieu, puis un autre échange de chaleur qui est un refroidissement, pour finalement sortir conditionné à l'intérieur d'une pièce. Le refroidissement est fourni à l'aide d'un cycle de réfrigération qui se trouve au niveau de l'évaporateur. À noter
que le fluide circulant dans le cycle de réfrigération qui est encadré en rouge à l'écran en ce moment est un réfrigérant. Tel que vu en classe et tel que discuté au début de cette présentation, les composantes principales du cycle de réfrigération sont un compresseur qui augmente la pression et la température du réfrigérant, ensuite un condenseur qui condense le réfrigérant en question, une soupape d'étranglement qui diminue la pression et ainsi la température du système, et un évaporateur dans lequel la température est plus basse. Pour ce qui est de la tour de refroidissement se trouvant au sommet de l'illustration, nous avons de l'eau qui circule dans le système. L'eau est chauffée par le condenseur du cycle de refroidissement. Cette eau circule ensuite dans la tuyauterie de distribution pour ensuite être pulvérisée en fines gouttelettes grâce aux buses. Ces gouttelettes ruissellent le long de l'échangeur représenté par les surfaces de contact air-eau. Il faut noter que la pulvérisation en fines gouttelettes de l'eau est nécessaire pour accroître le phénomène d'évaporation. L'eau non évaporée mais refroidie est recueillie dans le réservoir d'eau. L'air entrant par les côtés permet d'accroître le phénomène d'évaporation. Ainsi, il est ensuite rejeté à l'air libre avec une faible teneur en eau. Pour votre laboratoire, voici le schéma qui représente les composantes principales du système dont vous allez analyser. En premier lieu, nous avons notre entrée d'air qui se fait de la pièce dans le conduit de section carrée à l'aide d'un ventilateur placé en A. Ensuite, en B, il se produit un échange de chaleur qui se fait au travers plusieurs résistances électriques. En C, de la vapeur d'eau est injectée dans le système et cette vapeur provient d'un récipient d'eau chauffée. En D, la mesure de la température sec et humide se fait. Ensuite, en E, un serpentin de réfrigération est utilisé afin de refroidir l'air circulant. Il est possible que de l'eau se condense sur les serpentins et s'écoule hors du système selon les paramètres d'opération utilisés. Finalement, en F, une seconde station de chauffage par résistance électrique se fait et au point G, un thermomètre sec et humide permet de mesurer les températures finales du système. Si nous analysons maintenant les composantes secondaires qui sont rattachées au système principal, nous avons premièrement le système permettant d'injecter de la vapeur dans le conduit et qui est constitué d'une entrée d'eau externe, d'un flotteur permettant de contrôler la quantité d'eau maximale dans le contenant et 3 résistances électriques qui permettent de chauffer l'eau et par conséquent permettent l'évaporation de l'eau qui entre en C. Le deuxième système secondaire est le cycle de réfrigération dans lequel nous utilisons le serpentin de l'évaporateur pour refroidir l'air circulant au point E. Tel qu'illustré, le cycle de réfrigération contient un compresseur, un condenseur. À la sortie de ce condenseur, le réfrigérant circule dans la tuyauterie pour se rendre jusqu'à la soupape d'étranglement. Ensuite, à la sortie de la soupape, le réfrigérant se rend dans le serpentin qui représente l'évaporateur du système. À cet endroit, sa température est la plus basse et c'est pourquoi nous obtenons un refroidissement lorsque l'air passe par le point E. Finalement, à la sortie de l'évaporateur, le cycle recommence. En plus du système principal et des 2 systèmes secondaires, nous avons dans notre cycle des points de mesure. Ainsi, au point D, 2 thermomètres sont installés qui permettent la lecture de la température sec et de la température humide. Il est important à noter qu'afin d'obtenir la température humide, il est primordial d'imbiber d'eau la mèche de coton se trouvant au bout du thermomètre humide, et ce, plusieurs fois pendant votre test de laboratoire. Ensuite, au point E, il sera possible de mesurer le débit d'eau condensé pendant l'étape de refroidissement en utilisant un bécher et un chronomètre. Ensuite, au point G, nous avons encore une fois 2 thermomètres qui sont installés qui vous permettront de faire la lecture de la température sec et humide. Encore une fois, vous allez devoir mouiller la mèche de coton sur le thermomètre humide. Finalement, un manomètre incliné ou une lecture d'auteur de la colonne se fera afin de pouvoir calculer le débit d'air est installé. Cette mesure est possible grâce à un orifice placé à la sortie du conduit qui permet de réduire l'air d'écoulement et de provoquer un changement de pression qui sera justement mesuré par le manomètre.
Voici maintenant une comparaison du schéma analysé et de l'installation dont vous allez utiliser au laboratoire. Premièrement, l'entrée de l'air se fait par la grille qui se trouve à la gauche de l'installation. Une mesure des températures secs et humides de l'air entrant va devoir se faire. Il est à noter que ceci n'était pas inclus dans le schéma initial. Ensuite, dans la section du conduit encadré en rouge, se trouve l'étape de chauffage et injection de la vapeur. Le chauffage de l'air est contrôlé par deux interrupteurs se trouvant sur la table de contrôle encadrée en vert sur votre écran. Ensuite, l'air se dirige au point D où vous devez encore une fois, tel que noté précédemment sur le schéma, faire une lecture de température sec et humide. À la section E se trouve le serpentin servant à refroidir l'air encadré en rouge sur votre écran. Une autre étape de chauffage est également incluse dans la section E qui se fait par résistance électrique et qui sera contrôlée encore une fois par deux interrupteurs se trouvant sur la table de bord et encadrés en bleu cette fois-ci. L'air ensuite circule jusqu'au point G qui est la sortie. Vous allez ensuite faire encore une fois la lecture de la température sec et humide ainsi que la lecture d'auteur sur le manomètre incliné. Le système qui nous permet d'injecter de la vapeur d'eau dans le conduit principal se trouve sous le conduit à la gauche de l'installation, tel qu'illustré à l'écran. Tel que nous le voyons, nous avons une entrée d'eau externe et un flotteur qui assure que l'eau ne déborde pas. De plus, nous avons également le chauffage par résistance électrique qui se trouve dans le boîtier métallique et qui est contrôlé par trois interrupteurs se trouvant sur la table de bord et encadrés en rouge à l'écran. Finalement, le tuyau en plastique permet de diriger la vapeur dans le conduit d'air. De plus, les composants du cycle de réfrigération se trouvent également sous le conduit principal tel qu'illustré à l'écran. Ainsi, nous avons le réfrigérant qui circule dans notre cycle de réfrigération dans la tuyauterie telle qu'illustrée. Il se rend en premier lieu dans le compresseur. Ensuite, il passe dans le condenseur où se fait la condensation. Le réfrigérant ensuite entre dans la soupape qui diminue sa température et pression, permettant ainsi d'avoir un réfrigérant froid à l'entrée des serpentins de l'évaporateur qui se trouve dans le conduit principal de l'installation. L'eau qui se condense sera recueillie dans le bécher encadré ci-dessous en mauve. Afin de s'assurer que toutes les mesures nécessaires soient prises pendant le laboratoire, voici un résumé des mesures à prendre. La première étape indique que vous devez prendre la lecture de température sec et humide à l'entrée. Il est très important de ne pas oublier d'imbiber d'eau le coton qui est rattaché au thermomètre humide. Ensuite, la deuxième étape est la lecture de la puissance électrique totale utilisée pour le premier chauffage en B et qui se trouve sur le tableau de bord illustré à l'écran même. La troisième étape est la lecture de la puissance totale utilisée pour chauffer l'eau, qui se fait encore une fois sur la table de bord. La quatrième étape est la lecture de la température sec et humide au point D. Ensuite, la cinquième étape est de mesurer le débit d'eau sortant pendant la condensation de l'air au point E à l'aide d'un chronomètre et de la quantité totale d'eau recueillie dans le bécher. La sixième étape consiste d'une lecture de la puissance électrique utilisée pour le deuxième chauffage en F, la lecture se faisant bien sûr encore une fois sur le tableau de bord et illustrée à l'écran même. La septième étape est de mesurer la température sec et humide de l'air à la sortie et la huitième étape consiste de faire la lecture de la hauteur sur le manomètre. En dernier lieu, voici les questions auxquelles vous devez répondre pour le rapport de laboratoire. Il est à noter que ces questions sont également incluses dans le document qui vous est donné.